Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons introduire la notion du tassement des sols. Pour commencer, je tiens à préciser que lorsqu'on charge notre sol, il y a des contraintes qui vont s'engendrer dans le sol au-dessous de la surface chargée. Ces contraintes donnent lieu à des déformations et ces dernières donnent des déplacements. Le vecteur déplacement est un vecteur qui est tridimensionnel. Mais vu que dans les cas courants, là où la surface du sol est horizontale et les charges appliquées sont verticales, le déplacement le plus prépondérant, c'est le déplacement vertical, qui est appelé tassement. C'est pour ça qu'on se limite à la détermination de cette composante uniquement de déplacement, à savoir le déplacement vertical, le tassement. Nous avons l'habitude de parler de deux types de tassement, le tassement absolu et le tassement différentiel. Quant au tassement absolu que nous voyons sur le schéma suivant, il est appelé aussi tassement uniforme. C'est un tassement qui est constant sur toute la surface chargée. Ce type de tassement est peu préjudiciable, surtout si l'ouvrage possède une certaine raideur. Et il pourrait être non gênant lorsqu'il n'est pas trop important. Mais le problème que nous avons pour ce tassement, c'est son raccordement avec les éléments extérieurs. Donc, lui, il ne subit pas de dégâts sur ces éléments structurels parce qu'il va tasser de la même façon. C'est comme un bloc monolithique. Mais le raccordement avec les éléments extérieurs qui va être mis en danger. Et il y aurait une cassure, par exemple, des canalisations, il y aurait un problème au niveau du dallage, etc. Quant au tassement différentiel que vous voyez là, il est défini comme étant la différence du tassement entre deux points différents de la surface chargée. Vous voyez ici qu'il n'y a pas eu de tassement, mais ici il y a un petit déplacement là, donc c'est un tassement différentiel qui va provoquer un basculement de l'ouvrage. Ce type de tassement est le plus redoutable car il peut créer des désordres graves, à savoir basculement ou carrément renversement des constructions. Il provoque aussi une augmentation importante dans les structures hyperstatiques. Donc là, il y a eu un tassement uniforme et si c'est un tassement différentiel, ça va donc casser carrément la structure. Donc, les tassements différentiels, lorsqu'ils sont importants, ils provoquent, comme j'ai dit, des déformations graves, comme par exemple la dislocation de maçonnerie, des fissurations dans le béton, qu'ils soient armés ou précontraints, et ils pourraient provoquer aussi une rotation de l'ensemble de l'ouvrage, entraînant un hors-plombe. L'hors-plombe, ça veut dire une inclinaison de tout l'ouvrage par rapport à la verticale. Et ici, donc, nous allons citer l'exemple de la tour de Pise en Italie, donc, qui est bien sûr bien connue par le tassement différentiel. Alors, donc, ce tassement différentiel, nous allons un petit peu voir quelques cas de figure qui se répètent dans la réalité et qui provoquent ce tassement différentiel. Alors, il y a des causes qui sont liées au chargement. Donc, lorsqu'il y a une inégalité des charges supportées par les fondations, bien sûr, en dessus d'un sol compressible, un sol compressible, c'est un sol qui est déformable. Il y aurait un tassement différentiel. Vous voyez là, pour ce bâtiment, donc il paraît qu'il y a une partie ici qui est plus haute que le reste. Et ainsi, peut-être que ça va être plus chargé que l'autre partie. Et ainsi, cette semelle, elle va tasser d'une façon plus importante que l'autre. Parfois, on trouve que le bâtiment, donc côté charge permanente, ils sont les mêmes sur les semelles, mais il y a un problème d'exploitation. De ce côté, par exemple, c'est une habitation et de l'autre côté, c'est une bibliothèque. Donc, si la partie bibliothèque a des meubles et des éléments qui sont plus importants, ça pourrait faire tasser cette semelle d'une façon plus importante que l'autre.
Ici, nous pourrons aussi évoquer l'exemple des mosquées. Comme vous savez, au niveau des mosquées, il y a la partie minaret qui est plus chargée que le reste de la mosquée. Et ainsi, donc, si le sol est compressible, déformable en dessous de la mosquée, il faut bien sûr prévoir des joints entre les deux parties de la mosquée pour ne pas avoir ce tassement différentiel qui est dû à l'inégalité des charges supportées par les fondations. D'autres exemples, bien sûr, qui sont toujours en relation avec le chargement. Donc, parfois, lorsque nous avons un bâtiment existant, par exemple, et il y a donc une parcelle de terrain qui va être construite, donc le voisin, il va venir pour excaver, pour mettre en place son projet. Donc, il va décharger le sol qui se trouve à proximité de l'ouvrage. Donc, une fois ce sol est déchargé, il constituait une protection pour ce sol. C'est une protection, c'est une butée. Donc, une fois il est excavé, le sol ici, il va avoir tendance à glisser là. Il va se relâcher. Donc, l'assise de cette semelle, elle va un petit peu être déséquilibrée. Et il y aurait un tassement plus important que ce qui se produirait sans cette intervention et sans cette perturbation de l'état d'équilibre initial de la semelle. Et ainsi, elle va tasser d'une façon plus importante qu'une semelle qui se trouve de l'autre côté, par exemple. Ici, on peut aussi, toujours en relation avec le chargement, on peut évoquer un autre exemple. Cette fois-ci, c'est le chargement. Si nous avons par exemple ce petit bâtiment qui est très ancien, il est construit depuis longtemps, et on vient ici et on charge à côté. On veut par exemple emménager quelque chose là, nous avons importé beaucoup de terrain, nous avons planté, etc. Et ça constitue une charge très importante. Donc, le sol ici qui se trouve sous le bâtiment, il a déjà atteint un certain équilibre. Mais là, lorsque nous allons ramener un chargement très important, nous allons déséquilibrer ce sol qui se trouve là et bien sûr, il va tasser. Il va bien sûr, l'influence va arriver jusqu'à l'amont de ce bâtiment et cette semelle, il va tasser d'une façon plus importante que la semelle qui se trouve en arrière. Il y a aussi, toujours en relation avec le chargement, lorsque nous avons une répartition non uniforme des charges sur un appui. Ici nous allons donner l'exemple d'une semelle, donc c'est la semelle, c'est une ancienne semelle d'un bâtiment ancien, par exemple celle qui se trouve là. Elle a été conçue au départ pour avoir un chargement ici uniforme, une contrainte ici appliquée uniformément. Mais par exemple, il y a le voisin qui a construit et par manque d'espace, il n'a pas trouvé l'espace pour mettre sa semelle en extrémité là. Alors, il l'a par exemple solidarisé à la semelle existante du voisin. Qu'est-ce qui va se produire? Il y a un effort parasite qui va se faire de ce côté. C'est un moment qui va se produire là en essayant de faire la rotation de la semelle dans ce sens. Ça veut dire que ici le tassement, la contrainte n'est plus uniformément répartie, mais elle est peut-être trapézoïdale ou triangulaire. Oui. Elle n'est pas uniformément répartie. Donc elle va tasser d'une façon plus importante que la semelle qui se trouve de l'autre côté du bâtiment, par exemple. Il y a aussi inégalité des aires chargées des surfaces chargées. Toujours en relation avec le bâtiment ancien et le bâtiment le nouveau, supposons que la semelle que vous voyez là et l'autre là, ils font partie du même bâtiment ancien, par exemple. Et là, c'est la nouvelle semelle du voisin. Toujours, il n'a pas d'espace, donc il va la mettre tout à côté de la semelle l'ancienne. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Généralement, lorsque les semelles sont trop adjacentes, il y a donc formation d'une semelle fictive dont la largeur est la somme des deux largeurs. Ça veut dire que la largeur B de la semelle va être B1 plus B2. Et ainsi, donc, ça va se comporter, c'est comme si ça, c'est une semelle plus large. Et
comme nous avons vu le cas numéro 1, lorsqu'il y a des aires chargées différentes, ça engendre des tassements différents. Donc ici, pour cette semelle, elle a une petite bulbe de pression, et là, c'est une petite bulbe de pression, et lorsque nous aurons cette semelle fictive résultante, elle va avoir une grande bulbe de pression. Voilà. Donc vous voyez là que les contraintes pour ces deux semelles, ils vont arriver jusqu'à une profondeur plus importante que celle de cette semelle-là. Imaginez que nous avons là, par exemple ici, un sol qui est par exemple moyennement compressible, et à partir de là, il y a un sol qui est très compressible. Lorsque la semelle là, elle était seule, sa bulbe de pression, elle arrivait jusque là, par exemple, comme l'autre. Donc, elle n'arrive pas, les contraintes appliquées n'arrivent pas jusqu'à le sol très compressible. Donc, le tassement ici n'est pas pris en considération. Alors que si maintenant, lorsque nous avons la deuxième semelle à côté, la bulbe de pression, elle traverse le sol compressible. Le tassement pourrait être augmenté d'une façon importante et ça produit bien sûr un tassement différentiel. Bien sûr, cette partie va tasser plus que celle-là. J'espère que ce cas est clair. Il y a d'autres causes de tassement différentiel qui sont liées aux appuis. Ici, nous avons l'exemple d'un sous-sol partiel. Généralement, lorsque nous avons un sol compressible en bas, il est déconseillé de faire un sous-sol partiel. On fait un sous-sol carrément, un sous-sol général, ou bien on ne le fait pas. Parce que le sous-sol partiel engendre des profondeurs d'encastrement différentes. Cette semelle est encastrée là et l'autre, par exemple, elle est encastrée là. Donc, différence de profondeur d'encastrement provoque des tassements différentiels. Voilà. Parce que le tassement, ça se fait pas comme les touches d'un piano, mais il y aurait toujours tout l'environnement qui va être influencé. Alors, donc ici, c'est la longueur. La géométrie des appuis, c'est surtout leur longueur qui doit être homogène. Ici, dans le deuxième cas, nous avons ici le même ouvrage, mais nous avons une première tranche, là où le tassement est déjà réalisé, une deuxième tranche, là où le tassement est en cours. Solidarisation égale fissure. Donc, lorsque nous avons deux tranches qui vont être construites, différées dans le temps, il faut absolument prévoir un joint entre les deux. Parce que la première, lorsqu'elle a été construite, le tassement, il a déjà eu lieu. Donc c'est fini, elle ne va plus tasser après. Mais lorsque la deuxième, je vais la solidariser avec une autre, et elle va commencer son tassement, elle va impliquer avec elle, elle va influencer la première tranche. Donc dans ce cas, il faut, au lieu de solidariser, il faut au contraire séparer. Il y a aussi donc un problème de tassement différentiel qui est lié à la nature des fondations. Par exemple, lorsque nous mettons des fondations différentes dans le même ouvrage, les deux fondations ne vont pas se comporter de la même façon et ça va provoquer des tassements qui sont bien sûr différents sous les deux fondations. Voilà. Ici, avant de passer au cas suivant, j'aimerais ici préciser juste que là, pour avoir cette solidarisation, pour pouvoir faire cette solidarisation, il faut que l'air chargé, la semelle ou le radier, ait une grande rigidité. Voilà, pour pouvoir faire ce cas de figure. Alors, il y a d'autres causes qui sont liées au sol et à son environnement, ça veut dire qui sont liées au site. Ici, nous avons une épaisseur variable de la couche compressible. Nous avons ici un petit bâtiment. Alors, le terrain là, il est en pente. Donc, pour regagner l'horizontalité du sol, nous avons ramené ici un remblai. Donc, voilà. Ici, les semelles se trouvent à la même profondeur d'encastrement. Sauf que ici, nous avons une argile sableuse. C'est une argile mélangée avec un peu de sable. Donc, c'est une sol qui est un sol incompressible. Donc, qu'est-ce qui se passe là avec le terrain en pente?
L'épaisseur du sol compressible là, elle est trop petite, alors que ici, elle est trop importante. Donc le tassement ici va être automatiquement plus important que le tassement de ce côté. D'accord? Donc c'est en relation avec la géométrie du terrain et avec les caractéristiques du sol. Ici, par exemple, dans le schéma suivant, nous avons une hétérogénéité du sol. Ici, nous avons un sol homogène et de l'autre côté, nous avons un sol avec des points durs, des rognons rocheux. Donc, le tassement ne va pas être le même. Bien sûr, ici, ça va peut-être être plus important que là. Alors, nous avons un autre cas, c'est lorsque nous construisons un ouvrage sur des sols qui sont tout à fait différents. Par exemple, ici, nous avons un cas, c'est le cas extrême, une partie de l'ouvrage qui est construite sur une argile qui est considérée comme très compressible et l'autre partie sur un rocher dur qui est incompressible. Généralement, je parle d'une façon générale. Donc automatiquement, bien sûr, si l'ouvrage n'est pas bien solidarisé, si les fondations ne sont pas très rigides, il y aurait bien sûr un tassement différentiel important entre les deux parties. Là, ici, en relation toujours avec le sol, si je construis l'ouvrage sur des sols qui n'ont pas la même, ne sont pas à la même, au même degré de consolidation. Le premier, c'est un sol qui est peu compressible et le deuxième, c'est un sol qui est très compressible. Donc, ça rejoint le schéma que nous voyons là. Donc, ils ne vont pas subir le même tassement. Et ainsi, il y aurait bien sûr des tassements différentiels entre deux points de l'ouvrage qui appartiennent la première au sol très compressible, la deuxième au sol compressible. Il y a aussi des perturbations, des tassements différentiels qui sont dus à l'influence de l'eau. Ici, par exemple, nous avons une rupture de canalisation qui va provoquer donc la saturation du sol qui se trouve sous ce bâtiment. Et la saturation va provoquer une détérioration des caractéristiques mécaniques du sol et une augmentation du tassement. Donc le tassement va être important de ce côté-là où il y a eu ce problème. Il y a aussi un problème assez spécial, c'est lorsque nous avons un pompage, lorsque l'on pompe l'eau du sol. Donc généralement l'eau il prend avec lui les fines. Donc les fines ils migrent avec l'eau et ainsi dans le terrain avoisinant, si les fines n'occupent plus les petits vides, il y aurait un réarrangement des grains ici. Et bien sûr, si nous avons une construction dans la zone d'influence du pompage, dans sa partie amont, bien sûr, il y aurait un déplacement, un tassement plus important que la partie aval si cette dernière sort du domaine d'influence. Voilà. Donc, ce sont des éléments ou bien des exemples que nous avons vus donc, qui peuvent provoquer des tassements différentiels. Et bien sûr, on n'écarte pas d'autres éléments comme le défaut de reconnaissance. Parfois, on fait des sondages insuffisants, ça veut dire la reconnaissance du sol n'a pas été faite convenablement, ou bien que les sondages qui ont été faits ont été réalisés avec des profondeurs insuffisantes, ou bien que l'étude géotechnique était incomplète. Peut-être qu'il y aurait d'autres défauts en relation avec la conception ou bien la réalisation, dans le choix du type de fondation, les dimensions des fondations, etc. Voilà. Alors maintenant, on revient à notre tassement et comment il est composé ce tassement. Donc le tassement final, le déplacement vertical final, c'est la somme de trois composantes. Il y a le tassement immédiat ou bien initial, et il y a le tassement primaire, il est appelé tassement de consolidation, et il y a le tassement de consolidation secondaire. Donc le tassement final, c'est la somme des trois composantes. Sauf que ce tassement secondaire, il est dû à la déformation des grains du sol, du squelette solide. Et pratiquement parlant, ce tassement n'est
pas calculable. On ne le calcule pas dans les cas pratiques, peut-être dans des sujets de recherche, mais dans les cas pratiques, on ne fait pas de calcul de tassement secondaire. Alors, quant au tassement de consolidation primaire, celui-là, il est prépondérant par rapport au tassement immédiat. Donc, il est largement plus important que le tassement immédiat. C'est pour cela qu'on se contente de calculer, dans les cas généraux, le tassement de consolidation primaire. Donc, celui-là, c'est le tassement immédiat ou primaire. Celui-là, c'est le tassement de consolidation primaire. Et celui-là, c'est de consolidation secondaire. Alors, quant au tassement immédiat, il existe pour les sols saturés et les sols non saturés. Pour les sols saturés, il résulte de la compressibilité de l'air. C'est l'air qui va être comprimé. Puisque c'est un sol non saturé, ça veut dire que dans les vides, il y a l'eau et l'air. Donc c'est l'air qui va être comprimé pour donner lieu à ce tassement immédiat. Et pour les sols fins saturés, c'est le tassement qui se produit tout au début du chargement, ça veut dire avant la consolidation du sol. Il précède celui-là, il vient avant celui-là. Et ce tassement immédiat est considéré comme une déformation du sol à volume constant. Ça veut dire que ce tassement ne produit pas de variation de volume, c'est juste une distorsion du sol. C'est comme si le sol change uniquement de géométrie. C'est une distorsion du sol sans changement de volume. C'est ça le tassement immédiat. Quant au tassement de consolidation primaire, c'est le tassement que nous allons d'ailleurs calculer par la suite et nous allons nous focaliser surtout sur ce tassement primaire. Celui-là, il résulte de l'évacuation de l'eau qui se trouve dans les interstices du sol, dans les vides du sol. Donc, une fois le sol est chargé, donc au fur et à mesure du temps, l'eau qui se trouve dans les vides, elle va s'expulser, il va se drainer. Ceci va produire une dissipation de la surpression interstitielle dans le sol. Elle va se dissiper petit à petit. Et bien sûr, cette dissipation de la surpression interstitielle avec l'expulsion de l'eau va donner une diminution des vides dans le sol. Ceci va engendrer un tassement appelé le tassement de consolidation primaire. Ce tassement pourrait durer des semaines, comme il pourrait durer des mois, comme des années. Alors, ça dépend de la nature du sol. Si notre sol est un sol fin saturé, et là je précise que le tassement de consolidation primaire concerne uniquement les sols saturés. Donc, si c'est un sol fin saturé, la réduction des vides se fait par évacuation de l'eau, mais d'une façon graduelle. Ça veut dire que ça se fait très lentement dans le temps. Pourquoi? Parce que les sols fins saturés, ce sont des sols qui ont une très faible perméabilité. Alors que pour les sols grenus, comme par exemple les sables, et qui sont munis d'une forte perméabilité, le tassement ici, il est quasi instantané, il se fait très rapidement et indépendamment de l'état hydrique du sol, qu'il soit sec, humide ou saturé, donc c'est un tassement qui est quasi instantané. Voilà, donc c'est ça les trois types de tassement que nous allons évoquer. Pour le tassement secondaire, comme j'ai dit, il provient de la déformation du squelette solide et du fluage. Nous allons, si vous voulez, revenir à cette notion de fluage par la suite pour la mettre plus en avant, d'accord? Même si le tassement secondaire, on ne va pas le calculer, mais nous allons essayer de réexpliquer cette notion de tassement dû au fluage. Voilà. Donc c'est ça, donc nous avons un petit peu fait un survol sur la définition du tassement, les types de tassement et les composantes du tassement. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur le tassement de consolidation primaire et sur la méthode de son calcul.
Je vous laisse pour le moment et à la prochaine.